Bref, j'ai la conviction que cette génération devra se passer de nos services pour poursuivre notre œuvre. Nous leur offrirons l'indépendance sur un plateau d'argent. Mais je ne sais si ce sera suffisant. On ne bâtit pas une culture, une identité, en se contentant de toujours affirmer « je suis contre ceci, je suis contre cela ». Dans le temps, nous étions les meilleurs, etc., etc. Depuis la guerre, j'ai rencontré une foule de gens de pays aussi variés les uns que les autres. Progressivement, mon horizon s'est étendu à leur contact. Au fur et à mesure que je découvrais de nouveaux mondes, j'avais l'impression d'évoluer et d'élargir mes perspectives. Pourtant, dès que j'avançais d'un pas, l'univers de mon identité se rétrécissait d'autant. Je me sens arabe, mais un arabe dont les contours de sa culture s'arrêtent aux limites de sa ville. En allant dans les pays frères, j'ai constaté une filiation déficiente chez eux. À Marseille, je ressens une filiation avec les Français qui me semble aussi importante. À mon avis, notre lutte de libération a eu un avantage déterminant. Celui d'avoir uni derrière une seule bannière un pays tout entier. Je reconnais que nous avons progressé d'un siècle en l'espace de quelques années seulement. Chaque Algérien a conscience aujourd'hui qu'il est, avant d'être membre de telle ou telle ville, de telle ou telle région, un Algérien. Malgré tout, cet immense parcours n'aura pour effet que de nous mettre à la case départ. Notre pays est colonisé depuis 130 ans. Le colonialisme est donc une donnée incontournable. Pendant plus d'un siècle, et bien que nous ayons tout fait pour nous accrocher à nos valeurs, les Français ont organisé notre vie, nous ont inculqué leurs valeurs, ont construit le pays selon leurs normes et nous ont imposé un mode de vie. Je pense qu'il est impossible que tout cela disparaisse comme par enchantement le jour de l'indépendance. Je crois que nombre de nos frères responsables se font des illusions en insistant sur notre ancrage arabe. Combien de nos compatriotes sont alphabétisés en arabe? Remarque aussi le nombre de nos frères qui sont obligés de parler français pour communiquer entre eux. J'ajoute que notre salut ne viendra pas de l'Orient, mais de notre capacité à ne pas rester dans l'ombre du géant. Du géant? Ouais, de la France. Mais une fois que nous aurons acquis notre indépendance, nous n'aurons plus rien à redouter d'elle. Nous pourrons discuter d'égal à égal, tu crois pas? Selon moi, ce ne sera pas aussi simple. Si les miracles existent, ce dont je doute, on peut supposer que la proclamation de l'indépendance résoudra tous les problèmes. Nous rentrerons tous chez nous et la cause sera entendue. Mais nous devons être réalistes. Combien d'émigrés ont déjà fait leur situation ici? Le quart, la moitié, les trois quarts. Combien même nous rentrerions tous au pays? Qui peut dire, sans se tromper, que nous laisserons tout ce que nous avons appris ici? Nous rentrerons certes, mais en souhaitant conserver ce qui nous paraît être des acquis. Comment crois-tu que ma femme réagira lorsqu'elle s'apercevra qu'elle sera la seule de la ville à ne pas porter le voile? Je vois aussi d'autres problèmes qui se poseront. Dans le Doha, il ne reste actuellement que les vieux, les handicapés et les enfants. Toutes les personnes dans la force de l'âge l'ont quitté pour venir s'installer en France. Les douars sont à l'abandon. Ils partiraient à la dérive si nous, les émigrés, ne faisions parvenir chaque mois les mandats. Pire sera la situation après l'indépendance, car nous serons livrés à nous-mêmes et nous n'y sommes pas préparés. J'en ai peur.
Aurais-je seulement la volonté de combattre le désir de rester ici? Quand j'essaie de deviner mon avenir et de m'organiser en conséquence, je me sens coupable d'individualisme et de lâcheté envers le parti, envers mon pays et envers mes compatriotes. J'en ai pris conscience lors de mon dernier voyage au pays, en apprenant qu'un de mes cousins, un homme que je respectais beaucoup, travaillait pour l'armée française. En d'autres termes, il était passé dans l'autre camp et est devenu un haki. C'est un phénomène rare chez nous, les Mozabites, mais le fait est là. Il a retourné sa veste. Je ne te dirai pas combien j'ai été affectée par cette nouvelle. Mon premier souci a été de le ramener sur le droit chemin, mais il m'a été très difficile de le joindre. Il me fuyait systématiquement. J'ai réussi quand même à le rencontrer en ville. En discutant avec lui de son engagement, il était évident pour lui qu'il ne s'était pas trompé de camp. Il luttait contre le communisme, une idéologie athée, et contre la décadence de l'Algérie. Si j'étais encore là-bas, j'aurais fini par le tuer moi-même. Il a trahi, et c'est normal qu'il paie un jour ou l'autre pour ses crimes. Mais vois-tu, son choix ne souffre d'aucun malentendu. Il veut rester un bon musulman, et pour cela il soutient la France. En revanche, nous qui avons émigré pour gagner quelques sous, j'ai la conviction profonde que nous avons démissionné de notre tâche patriotique. En d'autres temps, je n'aurais pas eu cette réaction. Mais là, notre pays est en guerre, et nous sommes en dehors du conflit. Au pays, on attend notre argent. Le parti attend notre argent. Je crois que nous n'existons que parce que nous avons de l'argent. Depuis bientôt 12 ans que je suis en France, j'ai constaté avec tristesse l'évolution des mentalités à notre égard. Chez moi, en Algérie, je ne suis plus le cousin de Gilali. Je suis devenu le cousin qui vit en France. On me regarde avec des yeux étranges, mais rarement comme je souhaiterais que l'on me voie. J'ai envie de parler de ma vie, de ce que j'ai découvert en Europe, mais je ne peux pas. Cela paraîtrait indécent et invraisemblable. Pour certains issus de douars très pauvres, c'est pire encore. J'ai un ami de Guelma qui m'a rapporté ses impressions de voyage. Il me disait, j'avais envie de leur exprimer mon plaisir d'être parmi eux, et on me demandait combien je gagne en France. Je leur disais mon bonheur de sentir les parfums du pays, et on me demandait combien je pouvais leur prêter. Et depuis le déclenchement de la Révolution, le fossé s'est encore agrandi. Le piège s'est renfermé sur nous. Explique-toi. Quand la plupart d'entre nous ont quitté leur douar, c'était par nécessité. C'était une question de vie ou de mort. Notre départ a soulagé nos familles. En envoyant nos mandats chaque mois, on nous a fichés dans la catégorie des riches. Les gens de nos douars se sont considérés comme des demandeurs. Ensuite, ils se sont aperçus que loin d'être des sauveurs, nous étions des déserteurs. Nous avons laissé à l'abandon les terres et nos familles, et ils ont réalisé que l'argent ne compense pas le vide que nous avons laissé. À mesure que le temps passe, ils se rendent compte que notre retour n'est plus une donnée qu'ils doivent inclure dans leur projet. Un douar vidé de ses meilleurs éléments est un douar à l'agonie. Dans leur esprit, les sentiments ont évolué lentement vers une autre réflexion. Cette évolution des mentalités à l'égard de notre endroit est humaine, car un douar sans avenir est un douar déjà mort. Et puis il faut bien se rendre à l'évidence. Seul l'argent est resté notre marque d'existence.
Sur ce, la Révolution est venue faire éclater les rancœurs qui couvaient. Combien de fois ai-je entendu, lorsque j'étais au pays, que nous étions des privilégiés et que nous ne pouvions parler au nom de la Révolution, que la lutte se menait dans les maquis et non dans nos beaux appartements marseillais. Même mon cousin Haki m'a dit qu'il est trop facile de parler de raison quand on est là à l'abri du besoin. C'est vrai que nous avons notre petit confort, des habitudes tranquilles et un salaire qu'on n'aurait jamais eu en Algérie. Et beaucoup de gens ne retiennent que cet aspect. Comment peut-on le leur reprocher d'ailleurs? Ce n'est pas nous qui supportons le gros de la répression. Ce n'est pas nous qui dormons dehors par tous les temps. Ce n'est pas nous qui prenons les armes contre l'armée d'occupation. Le FLN a bien manœuvré. Il a saisi l'opportunité de nous prendre sous sa tutelle et a essayé de faire taire toutes ces discussions dans les rangs du parti. Nous sommes tous Algériens et c'est la seule chose qui importe pour lui. Pourtant, il n'est pas parvenu à faire disparaître tous ces conflits latents. En venant en France, je considérais que j'avais emprunté le chemin du salut. Et maintenant, je me bats contre des démons invisibles qui sollicitent sans cesse ma participation au mauvais traitement qu'ils infligent à ma conscience. Ces démons hurlent à la trahison. On me réclame des dommages incompréhensibles. On me reproche ici et là d'avoir flirté avec de mauvais génies. Et on ajoute que cette faute doit être expiée en payant une dette éternelle. Djilali me livre ses impressions à l'état brut. Il étale en vrac toutes ses idées sans se préoccuper de les lier entre elles. J'enregistre à peine une idée que déjà il enchaîne sur un autre sujet. Quoi qu'il en soit, il a raison sur au moins un point, le sentiment de partager une trahison collective. Certes, je ne l'aurais pas exprimé aussi radicalement que lui, car c'est la première fois que je me penche aussi longuement sur la question. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas fait le rapprochement entre ce que je ressens parfois, essentiellement à l'égard de certains frères du parti, et une réflexion approfondie sur les causes de ce malaise. Je pensais à tort que c'était une simple question de susceptibilité personnelle, et qu'il n'y avait pas là matière à débat. Maintenant que quelqu'un a franchi l'étape supérieure et que je rassemble mes souvenirs, je reconnais que le malaise est répandu et qu'il y a lieu de se pencher sur la question. Ma réflexion est interrompue par mon compagnon. Nos projets de retour se sont transformés en aventures. C'est comme si après que nous ayons franchi des ponts, ceux-ci s'écroulaient après notre passage. Nous sommes condamnés à aller de l'avant parce que nous n'avons plus d'autre choix. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.